Bonsoir à tous, bonsoir Vincent. Salut. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau NeuroLive donc sur les attaques de panique. Alors, vous en faites pas, on est normalement en fait le NeuroLive était prévu pour 20 heures, mais du coup pour vous raconter les petites péripéties, hein, c'est normal parce que du coup on dit tout. Il me fallait du temps pour venir en gros entre le cabinet de Champs-sur-Marne et donc rejoindre Vincent à son cabinet. Et du coup, bah, pour ceux qui sont de la région parisienne, ils le savent très bien. La circulation est quelque peu aléatoire, on va dire ça comme ça. Et puis avec du coup la chaleur et tout ça, bon, ça arrive assez souvent qu'il y a quelques accidents. J'ai pas fait d'attaque de panique, Non, c'est bien. C'est bien. mais du coup, à voir, je pense que ce soir tu vas du coup nous dire en gros en fait ce que sont que les attaques de panique, comment on diagnostique ça, et éventuellement est-ce que tu vas donner des pistes, des conseils sur comment on peut gérer ça nous-mêmes au quotidien. Je vais expliquer déjà comment on fait pour entrer en attaque de panique. Parce Ok, qu'il y a 1000 choses qui peuvent faire qu'on développe des attaques de panique. Et d'accord. après, comment ça se soigne? Parfait, parfait. Et puis bah limite, tu vois là le fait qu'on commence un petit peu plus tard et tout, peut-être que les gens vont être davantage disponibles et tout pour regarder du coup donc la vidéo en live. N'hésitez pas à partager encore une fois donc là hein, en live, n'hésitez vraiment pas à partager sur les groupes et puis donc comme d'habitude hein, donc une fois qu'on aura terminé, la vidéo va être postée sur le groupe NeuroLive et ensuite donc vous pourrez encore partager afin que ça puisse être je l'espère, utile, en tout cas on l'espère, utile à un maximum de personnes. Avant même de commencer, encore une fois, merci Vincent parce que du coup, bah, vous ne le savez pas, mais on a failli annuler en fait ce soir parce qu'on s'est dit, bon bah, enfin, je me suis dit en gros, en fait, on allait commencer un petit peu trop tard et puis Vincent a insisté pour qu'on le fasse absolument ce soir pour que, bah, en gros, bah, ça puisse se faire, Parce voilà, que j'ai ce pas de soir. vie en fait. Donc, c'est ça ou la solitude. Non, non, c'est pas vrai, c'est parce que du coup, tu n'avais aucun autre soir de dispo et avant 2024 2024, voilà. et que du coup, il fallait absolument que ça se fasse ce soir. Bah, c'est parti, monsieur. On a tout ce qu'il nous faut, nous, à On a manger, tout, à on a à boire, manger, on a à boire, on a tout. et c'est parti. Alors, les C'est attaques très de fort. panique. Les attaques de panique, c'est l'autre nom de la crise d'angoisse. Alors après, la crise d'angoisse, elle n'a pas la puissance d'une attaque de panique. On Hmm. va dire que tu as la crise d'angoisse, qui est déjà super désagréable, et tu as le niveau après, Ok, beaucoup plus violent, qui est l'attaque de panique. Tu peux faire une attaque de panique comme ça dans ta vie. Ok. Après, on va développer des attaques de panique et on va avoir un diagnostic de trouble panique quand on a des attaques de panique tout le temps. ok, Quand on a plusieurs fois dans la semaine, quand on a tous les jours, là tu développes ce qu'on appelle le trouble panique. Donc la crise d'angoisse, elle est comme ça, l'attaque de panique, elle est comme ça, et le trouble panique, c'est tout le temps, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ce qui est intéressant pour nous vraiment à comprendre, c'est qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va développer des attaques de panique. Et en fait, j'ai un peu réfléchi hier à comment je pouvais présenter ça. Et puis bon, j'ai préparé mon petit PowerPoint. L'idée étant que, en tant que thérapeute, quand quelqu'un vient pour des attaques de panique, si t'es pas clair dans ta tête qu'il y a 1000 portes d'entrée, tu peux te tromper complètement. Tu peux te tromper sur le diagnostic, tu peux te tromper aussi sur la thérapie que tu vas faire. est-ce qu'on juge ce qui amène à ce qu'il y ait une attaque de panique? Est-ce que, en gros, en fait, typiquement, est-ce que j'ai le droit de dire, non, je sais pas, moi, si par exemple je fais tomber une feuille et que la personne elle fait une attaque de panique, ça peut pas être une attaque de panique parce que le fait de faire tomber une feuille, c'est pas si important que ça. Par contre, le fait de, je sais pas moi, d'avoir peur d'éventuellement faire un accident en reprenant la voiture après un traumatisme, ça, par contre, oui, ça peut être une attaque de panique. Il y a pas très longtemps, il y a un an, je dirais, il y a un patient qui a fait une attaque de panique sur le choix d'une pizza. Tu vois, et c'est complètement dérisoire, c'est anecdotique la pizza, mais il ouvre le placard dans le magasin, il prend une pizza et là il fait une attaque de panique. Et là tu te dis, il y a quand même un problème. On est très loin des attaques de panique sur peur de mourir en avion, Ouais, peur voilà. d'avoir un accident sur le périph'. Et c'est pour ça que les attaques de panique c'est extrêmement large. C'est un peu comme l'estime de soi dont on avait parlé il y a un mois ou deux. C'est un carrefour de 1000 autres problèmes. Et donc j'ai préparé ce magnifique petit PowerPoint. Tu penses qu'on peut poser l'ordinateur et orienter On la peut, caméra? ouais. Attention, on est en plein dans les making-of du Alors de truc. toute façon, non mais sinon je peux le lever. Tu le soulèves, mais toi Ouais. tu fais du sport, donc c'est bien. Ouais. Alors, c'est extraordinaire. Donc, les attaques de panique. Tu peux avoir 1000 portes d'entrée dans les attaques de panique. La première porte d'entrée, la plus classique, c'est l'humeur. C'est-à-dire que les personnes vont commencer à faire une dépression, et la dépression va entraîner subitement des attaques de panique.
Si tu investis pas derrière les troubles dépressifs, tu peux tomber complètement à côté. C'est que ton patient développe subitement des attaques de panique dans l'ascenseur, pas parce qu'il est devenu claustrophobe et compagnie, mais parce qu'il est en train de tomber en dépression. Donc la cible, c'est pas l'attaque de panique, c'est la C'est dépression. la dépression. Ok. Tu as beaucoup de femmes qui vont faire subitement des attaques de panique après l'accouchement. Elles développent un baby blues, elles développent un postpartum, et l'attaque de panique, elle n'est pas reliée au fait qu'elles deviennent maman et qu'elles ont un bébé, même si elles peuvent avoir peur de faire tomber l'enfant. C'est qu'elles sont en plein baby blues. Là, la cible, c'est la dépression. C'est pas du tout l'attaque de panique en tant que telle. Et c'est un très très gros classique de voir des gens développer une dépression et des attaques de panique dans la foulée. Quand tu fais une dépression, c'est rare de ne pas avoir de l'anxiété en plus. Mais là, méfiance. Quand vous développez des attaques de panique du jour au lendemain, il est possible que ce soit la porte d'entrée en dépression. Donc tu as des patients qui sont en dépression et ils ont après des attaques de panique, et des patients qui vont développer des attaques de panique et ça informe qu'il y a une dépression qui va pas tarder à arriver dans les mois d'après. Okay. Donc les deux ne sont pas forcément liés, mais peuvent être liés. Très souvent. Dans les deux sens. Donc il faut se méfier de la dépression dans l'attaque de panique. La deuxième porte d'entrée, qui est le gros classique, c'est le refus de souffrir. L'attaque de panique, c'est une crise d'angoisse qui est super violente. On en fait une, on a peur d'en refaire une, on commence à rentrer dans l'anticipation. L'attaque de panique, c'est horrible, je ne veux pas en faire une autre. Tu commences à anticiper, ton cerveau commence à réfléchir à tout ce qui pourrait provoquer une attaque de panique. Et là, qu'est-ce qui se passe? La peur de faire une attaque de panique entraîne une attaque de panique. Donc tu vas dans un centre commercial, tu dis zut, il ne faudrait pas que j'ai une attaque de panique là tout de suite. Les sorties sont loin, il y a du monde, il y a de la foule, c'est samedi. Je vais faire une attaque de panique, merde, elle va arriver. Et plus tu redoutes, plus tu la fais. Et ça, le refus de la souffrance, c'est le noyau dur de la majorité des attaques de panique. Et nous, on va travailler sur ça. Tant que la personne n'est pas d'accord pour souffrir, elle ne pourra pas se débarrasser des attaques de panique. Mais bien évidemment, si tu travailles sur le refus de la souffrance et qu'en fait le problème c'est la dépression, tu tapes complètement à côté. Ouais. Okay. Donc ça, c'est un gros morceau des attaques de panique. Ça, c'est le modèle le plus classique. D'accord. 90% des gens font des attaques de panique parce qu'ils ne veulent pas en faire. Et je rentrerai un peu plus dans le détail de ce qui se passe après au niveau du cerveau. Est-ce que il y a un lien avec ça va aller. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec le fait d'avoir la honte devant les autres? Alors on refuse de souffrir, mais parce que je veux pas que les autres voient que je souffre. Ça, tu peux l'avoir sur l'attaque de panique, peur de vomir. Peur de vomir en public, se faire pipi dessus, se faire caca dessus en public. Là, tu vas avoir en plus la honte. Okay. Mais le truc numéro 1, c'est la perte de maîtrise de ton corps. Tu perds contrôle, et c'est l'angoisse de la perte de contrôle. À la limite, les gens, c'est un élément en plus, ça vient s'ajouter. D'accord. Donc le refus de souffrir, c'est le terreau de la majorité des attaques de panique, et c'est sur quoi on va travailler en thérapie. Je vais le reprendre un peu après. Le burn-out, qui n'est pas très très loin de la dépression. Le burn-out, il y a énormément de personnes qui vont développer des attaques de panique, soit parce qu'elles sont dans un burn-out qui est bien installé, et c'est un symptôme d'épuisement des neurones. Les neurones commencent à s'user, ils explosent en attaque de panique. Là, ça ne sert à rien de travailler sur l'attaque de panique en tant que telle. Pourquoi cette personne fait subitement des attaques de panique dans sa voiture? Tu ne vas pas travailler avec elle sur reprenez votre voiture, qu'est-ce qui se passe dans votre voiture? Non, c'est une entrée en burn-out. Il faut qu'elle arrête de travailler, qu'elle travaille moins, qu'elle dorme un peu plus, qu'elle se repose, et les attaques de panique vont se résorber. Donc tu peux avoir des attaques de panique qui annoncent un burn-out à venir, et tu peux avoir des attaques de panique qui arrivent depuis que la personne est en burn-out. C'est un peu le même système que la dépression. En fait, l'attaque de panique peut vraiment, ou en tout cas les attaques de panique peuvent être réellement une piste glissante vers dépression et burn-out. On ne sait jamais si ça annonce quelque chose ou si c'est la conséquence de quelque chose. Pardon. Hop. La quatrième piste, qui est un gros classique, c'est tout ce qui est thyroïde. Tu as des patients qui vont développer subitement des attaques de panique, et en fait, il y a la thyroïde qui commence à devenir instable. Quand tu fais attention à cette piste de la thyroïde, souvent les attaques de panique disparaissent. Mais aussi les corticoïdes. C'est que tu as des patients qui sont extrêmement sensibles, ils prennent des corticoïdes pour une raison X ou Y, et ils vont développer sous corticoïdes ou après avoir pris des corticoïdes subitement de l'anxiété, des attaques de panique comme ça, qui sont sans déclencheur clair. Et ça, il faut quand même le garder en tête, c'est plus adressé aux médecins, mais gardez en tête la piste des corticoïdes parce que c'est pas tous les jours, mais moi je dirais qu'on a quand même 4 à 5 patients par an où toutes les pistes en haut se révèlent mauvaises, et il y a quand même cette question des corticoïdes. Tu vois. La cinquième piste, qui est un gros classique, c'est quoi? Parce que c'est écrit à l'envers. La prise de toxiques. Alors la prise de toxiques, c'est quoi? Ce sont des patients qui boivent un peu trop d'alcool, tout ce qui est cocaïne, cannabis et compagnie, et en fait le cerveau va commencer à ne plus tolérer
ce fonctionnement-là et tu vas développer des attaques de panique. Là, pareil, ça sert à rien de travailler avec eux sur la relaxation, la sophrologie, reprendre la voiture et l'ascenseur. Le cerveau, il a été impacté par une prise de toxique et ça sert strictement à rien de faire une thérapie sur ça. Non, Il faut ouais. déjà qu'il commence à diminuer la consommation. Et là, on l'a très souvent chez certains patients qui vont faire des redescentes de cocaïne. Mm. Tu as énormément de patients qui vont développer pour la première fois de leur vie des attaques de panique sous cannabis. Et c'est souvent une porte d'entrée d'ailleurs des adolescents qui vont prendre du cannabis et qui vont rentrer dans un trouble panique qui va tourner en Alors, rond comme ça. le truc qui est paradoxal, c'est que parfois tu vas avoir certains patients qui vont te dire justement je prends telle ou telle substance parce que sans ça je fais des attaques de panique. Alors, qu'un timide prenne de l'alcool pour se désinhiber, parce qu'il est timide, ok. Mais c'est un peu. Alors, tu as des patients qui fument du cannabis Ou alors, pour alléger une anxiété un peu permanente. Mais Ouais. l'attaque de panique en tant que telle, le cannabis a plus tendance à provoquer des attaques de Provoquer panique des qu'à les calmer. Après, à nouveau, il faut avoir un cerveau paniqueur. C'est que toute personne qui fume du cannabis ne va pas développer des attaques de panique. Tout comme toute personne qui fume du cannabis ne devient pas violent. C'est chacun a une réceptivité au cannabis qui est Une différente. façon de réagir. Mais ok. tu as des gens qui ont des attaques de panique depuis 10 ans et ils ont fait leur première attaque de panique après avoir fumé du cannabis Ok. ou après en redescente de cocaïne ou très souvent quand il y a un peu trop d'alcool. Et ça, faut se méfier. Le cerveau a une faible tolérance à l'alcool. Et c'est pas parce que nos amis boivent de l'alcool et vont très bien que nous, le cerveau va pas avoir une réactivité. On a beaucoup de patients qui explosent subitement après une prise d'alcool. Ou même de beaucoup de nicotine aussi. Chacun a un seuil de tolérance et puis chacun réagit à sa façon. Ah, en fait, exactement. Tout à ok. fait. Et la dernière piste que j'ai vue, qui est un gros classique aussi, c'est le traumatisme. Ok. C'est-à-dire que certaines personnes ont eu des vies compliquées, le cerveau va commencer à ne plus avoir de pare-choc, et quand tu te retrouves dans une situation qui ressemble de près ou de loin à une perte de maîtrise, à l'impression d'être soumis, à une sensation d'emprise ou tout ce que tu veux, le cerveau va faire une attaque de panique. Et là, tu vas pas travailler sur le refus de souffrir ou la dépression ou quoi que ce soit, c'est qu'on est vraiment dans du traumatisme pur et dur. Et la personne n'a pas forcément conscience qu'il y a un traumatisme. Mais je me rappelle de cette patiente qui fait des attaques de panique à répétition. On fait une thérapie sur le refus de souffrir, ça marche bien. Pendant 1 an, tout va bien, et d'un seul coup, ça revient. Et là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Toutes les techniques qu'on a mis en place, il n'y en a pas une seule qui fonctionne. On augmente les traitements médicamenteux, ça ne fonctionne pas. Et en fait, la situation actuelle avait réactivé un traumatisme avec des violences quand elle était gamine, et en fait, le cerveau n'avait plus aucune tolérance. Et la seule chose qui a vraiment fonctionné, c'est de partir là en thérapie EMDR, où on a résorbé le trauma, et le cerveau, en fait, fonctionnait très bien. Voilà pour les 6 portes d'entrée dans l'attaque de panique, sachant que la plus classique, ça reste quand même celle-ci. C'est l'essentiel des refus de patients. souffrir. C'est Ok. j'ai fait une attaque de panique, ça m'a fait peur, j'ai peur d'en refaire d'autres, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'aimerais bien. Je suis dans l'hyper-contrôle. Oh non, c'est dur, hein. Ben, c'est un ordinateur, tu sais, très lourd. Hein. Il est très très lourd. Très ce très lourd, hein. ordinateur. Il y a beaucoup de savoir dedans. Et on va travailler sur ça, c'est que le but c'est pas de diminuer l'attaque de panique avec des techniques de relaxation. Le but c'est pas de mettre en place une thérapie qui va faire que la personne a les moyens d'éviter l'attaque de panique. Là tu restes dans l'hypercontrôle. Ce sont des patients qui souffrent d'hypercontrôle. On va pas leur donner des techniques pour augmenter l'hypercontrôle. On va plutôt augmenter le lâcher prise. Si vous êtes d'accord pour faire une attaque de panique, vous renvoyez à votre cerveau le message qu'une attaque de panique, c'est chiant, mais c'est pas un danger. Par contre, si vous redoutez l'attaque de panique, le cerveau il enregistre attaque de panique égale danger, et qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie de l'angoisse pour te prévenir que tu vas faire une attaque de panique. Et donc du coup, ça tourne en rond. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, en fait, on pourrait, bon, déjà, on peut anticiper et éventuellement en fait bloquer le cerveau avant même qu'il fasse une attaque de panique, en agissant idéalement sur peut-être là les 6 déclencheurs d'attaque de panique. Et si jamais en fait on n'arrive pas à maîtriser, que bah, du coup attaque de panique il y a, est-ce qu'il est possible ensuite une fois que du coup bah, l'attaque de panique, ça y est, c'est bon en fait, a été déclenchée, de pouvoir contrôler cette attaque de panique, de pouvoir redescendre soi-même. Tu peux redescendre une attaque de panique moyennement déjà en respirant lentement. Ok. Parce que plus tu as peur, plus tu respires vite, plus C'est tu ce que je hyperventiles, voulais plus tu dire. augmentes le rythme Ouais, cardiaque. c'est Mais ça. c'est vrai que quand on respire très lentement, déjà on va la calmer. Mais pendant des années en thérapie, on a misé justement sur les techniques de relaxation. Sauf que là, entre guillemets, j'ai envie de te dire, bah, c'est déjà trop tard. Donc tu vas t'arranger pour gérer la crise comme tu peux. Nous, ce qui nous intéresse en thérapie, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que les attaques de panique disparaissent. Et on ne va pas s'arranger pour bloquer le cerveau. Faut bloquer. Non, On non, va bien sûr. s'arranger plutôt pour faire en sorte que le cerveau ne s'active plus. Et ça, la condition sine qua non, c'est que le cerveau enregistre qu'une attaque de panique n'est pas un problème. Et c'est ça en fait, du coup, effectivement, très très probablement la solution.
façon, tu l'as dit, hein, à partir du moment où, par exemple, bon, on peut prendre telle ou telle substance, ce genre de choses, ça peut amener en fait à déclencher une attaque de panique. Et généralement, en plus, c'est suivi d'une tachycardie. En fait, on voit que du coup, le cœur bat très très vite. Et le problème, c'est ça aussi, du coup, pareil, tu l'as dit, c'est qu'on peut même rentrer dans un cercle vicieux où bah, le fait même d'avoir le cœur qui bat très très vite, ça fait encore plus paniquer. On se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que du coup, je vais faire un infarctus? Est-ce que du coup, je vais mourir? Et du coup, donc en respirant, déjà, donc ça peut diminuer le rythme cardiaque. Mais ça, du coup, je pense que ça, c'est bon pour tout le Ouais, monde. En fait, tout à fait. peu importe la situation, à partir du moment où on a le cœur qui bat un peu trop vite, en retrouvant une respiration, je sais pas comment dire, modérée, Ouais, c'est ça. Ouais. on peut du coup diminuer un petit peu le rythme cardiaque. Et le fait peut-être du coup de comprendre que donc l'attaque de panique n'est pas quelque chose De ce que t'avais grave. dit, de grave, ouais, c'est ça. C'est vraiment avoir une autre attitude face à l'attaque de panique. Maintenant, ce qui est important, c'est pourquoi certaines personnes font des crises d'angoisse et ne développent pas un trouble panique, et pourquoi certaines personnes, après 2 ou 3 crises d'angoisse, vont s'embarquer direct dans un trouble panique. Tout le monde fait des crises d'angoisse. La majorité de la population s'en moque. C'est que tu fais une crise d'angoisse, tu fais bon, bah, je fais une crise d'angoisse, tu t'en fous. Tu te dis même pas, il va peut-être y en avoir une autre. Tu t'en moques totalement. Le paniqueur, il a 2 bases dans son fonctionnement. Une intolérance à la perte de maîtrise. Donc ça veut dire que pendant des années, il n'y a pas d'attaque de panique, le cerveau ne s'enclenche pas. Mais le cerveau, il est mûr. Il n'aime pas la perte de maîtrise. Et ces gens-là, c'est pas que dans les attaques de panique qu'ils ne supportent pas la perte de maîtrise. Ce sont des gens de base qui n'aiment pas la perte de maîtrise. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une attaque de panique qui va arriver, où il va y avoir un diagnostic quelconque, où il va y avoir un membre de la famille qui est malade, où il va y avoir un licenciement, et le cerveau, bam, il va exploser parce qu'il déteste ça. Et là, l'erreur, c'est quoi? C'est que dès qu'on a peur d'en refaire une nouvelle, ben, le cerveau, il est super content, il a tendance à ronger. Et le danger, ça devient, toute la journée, on va être hyper vigilant à s'arranger qu'une nouvelle attaque de panique n'arrive pas. Crise d'angoisse qui n'intéresse strictement pas 80 ou 90% des gens. Et notamment, le gros classique, c'est que quand tu prends l'avion, alors il y a beaucoup de personnes qui consultent pour les attaques de panique en avion, moi j'en dis toujours, quand vous prenez l'avion, vous êtes 1 ou 2 dans l'avion à être bouffés par l'angoisse, mais vous en avez 300 qui sont en train de lire le journal, qui jouent à la Game Boy, qui sont en train de bouquiner et qui s'en foutent complètement. Et c'est pas parce que ces gens-là sont d'accord pour mourir en avion. Ils ne se posent même pas la question du tout. Donc il faut avoir un cerveau paniqueur pour là tout de suite ruminer et angoisser que l'avion va peut-être se cracher. Et là, c'est hyper important. Donc, on revient à la biologie du cerveau, on revient au fait que ce n'est pas l'avion qui pose problème, ou l'ascenseur qui pose problème, ou la foule, ou le fait d'être dans un endroit fermé. C'est une réactivité des neurones qui est génétique, qui est là, et qui attend le bon moment pour venir t'embêter. Et c'est pour ça qu'on travaille bien évidemment non pas sur l'augmentation du contrôle, mais la diminution du contrôle. Il y a déjà en fait un terrain propice à Il y a déclencher clairement des un attaques terrain de panique. propice. Ok. Et ces gens-là, ils vont avoir des attaques de panique, mais ils ont 2 bases. Une très forte allergie à la souffrance. Et tu vas les voir pour des attaques de panique, tu vas avoir aussi qu'ils vont avoir une difficulté avec les émotions de manière générale. Ils sont un peu allergiques aussi à la tristesse, ils sont allergiques à la perte de maîtrise. Et bien avant que les attaques de panique arrivent, tu sens que tout est très verrouillé. Les études, c'est verrouillé. Souvent, ils ont été très anxieux sur les études. Ils ne faisaient pas des attaques de panique, mais on sentait que tout était très carré, très sous contrôle. Puis évidemment, le cerveau patine, il n'a plus du tout contrôle. Alors après à ce moment-là, parce que tu en as beaucoup aussi qui finalement par exemple dans l'avion vont effectivement jouer, lire, écouter de la musique, mais c'est même pas que... alors ils se posent pas la question que l'avion va s'écraser, mais c'est juste en fait un moyen de ne pas penser que potentiellement l'avion pourrait s'écraser. Alors ça, c'est de l'évitement, mais quand tu commences à te distraire pour éviter, généralement l'attaque de panique, elle va pas tarder à arriver. Puisque si tu fais quoi? Je me distrais pour empêcher l'attaque de panique. Mon cerveau enregistre quoi? L'attaque de panique est un problème. Et il va la propulser direct. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de faire exprès de lire pour montrer au cerveau à quel point on n'en a rien à foutre de l'attaque de panique. Ça, c'est pas de la distraction. C'est plutôt du j'en-foutisme. En fait, la peur de faire une attaque de panique génère automatiquement l'attaque de panique. Une attaque de panique. Okay. Par contre, bouquiner pour montrer au cerveau à quel point on n'en a rien à faire de faire une attaque de panique, c'est une forme de mépris pour l'attaque de panique. Et ça renvoie au cerveau le message attaque de panique égale inoffensif. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus efficace. Maintenant, il y a un exemple que je donne très souvent en thérapie pour les gens qui sont en train de nous regarder et qui aiment bien les films d'horreur. Il y a un film il y a quelques années, ça j'en parle à toutes les séances parce que c'est vraiment le film que je trouve le plus efficace. Un film qui s'appelle, c'est pas Taxi 2, c'est même pas non plus Taxi 3, c'est Mister Babadook. Je sais pas si tu connais ce film. Mister Babadook, c'est un film d'horreur qui est sorti il y a quelques années. On va parler des dessins animés. Alors on va le résumer en 5 minutes parce que c'est pour moi la meilleure illustration de l'attaque de panique et de la thérapie de l'attaque de panique. Au tout début du film, c'est une femme qui perd son mari. Elle se retrouve avec son gosse,
tout est terne. Donc ils déménagent, ils arrivent dans une nouvelle maison et tout est terne. L'image est, il y a très peu de lumière, c'est une femme qui est en dépression. Et dans cette nouvelle maison, il y a dans la bibliothèque une bande dessinée qui s'appelle Babadook, avec un monstre comme ça qui a un chapeau et des doigts immenses. Et puis elle ouvre le bouquin, elle voit que c'est un peu glauque, elle le fout à la poubelle. Le gamin lui demande son histoire tous les soirs et au lieu de réutiliser les bandes dessinées habituelles, il sort la bande dessinée Babadook qu'elle avait pourtant mis à la poubelle. Elle commence à lire au gamin et puis elle voit que Babadook, bah en fait, il rentre chez toi, genre il décapite la mère, il tue le gamin, elle dit bon, c'est pas pour mon gamin, elle le brûle dans le barbecue. La bande dessinée revient. Et au fur et à mesure des pages, il y a des pages nouvelles qui apparaissent et bon, je vais rapide, mais Babadook arrive, il commence à la poursuivre dans la maison, il apparaît dans les miroirs et il a ses couteaux immenses au bout des doigts. Elle essaye de s'enfuir et Babadook devient de plus en plus grand. Okay. Et à l'extrême fin du film, dans les 5 dernières minutes, je pense qu'elle est arrivée à un niveau où quoi qu'elle fasse, elle a compris que ça ne servait plus à rien. Elle se réfugie dans sa chambre, elle prend son gamin contre elle, et en fait elle dit à Babadook, tu n'auras pas mon enfant. Et elle se dirige sur Babadook. Et quand elle se dirige sur Babadook et qu'elle le touche, il s'effondre totalement, il perd toute sa puissance. Et ce qui est hyper intéressant dans ce film, c'est que quand tu fuis Babadook, il devient puissant. Quand tu l'affrontes en disant j'en ai marre, tu vas crever, et ben il s'effondre totalement. Et là, subitement, il y a un fondu. Le film passe avec des couleurs hyper intéressantes. Elle est dans le jardin avec son gamin, en train de ramasser des asticots, donc je vous spoil la fin, désolé. Et en fait, le gamin dit « j'y vais » et elle lui répond « non, c'est moi qui y vais ». Et en fait, elle descend dans la cave pour nourrir Babadook, qui est un tout petit bestiole microscopique qui va manger les petits asticots comme ça. Donc en fait, il disparaîtra jamais, il sera là tout le temps. Mais en fait, maintenant, c'est elle qui le nourrit. Elle en a plus peur. Et Babadook, pour moi, si vous avez l'occasion de le voir, il est sur Netflix. Nous ne sommes pas sponsorisés pour Netflix, non. Mais c'est comme Pimps, les petits écoliers, toutes les marques citées dans ces vidéos, nous ne sommes pas sponsorisés. Mais sur Netflix, il y est, et je trouve que c'est une magnifique illustration de ce qu'est l'attaque de panique. Et quand je raconte ça aux patients, ils comprennent le truc et après ils disent ok, il va falloir que je les affronte. C'est-à-dire que je vais la prendre en pleine tête en disant ok, tu vas crever avant moi. Et vraiment, il faut tester. L'attaque de panique, elle n'a rien dans le bide. À partir du moment où on est OK, c'est le salaire de la guérison. C'est combien vous payez pour être débarrassé. Le salaire, c'est de se taper des attaques de panique. Si on est d'accord pour se la prendre en pleine tête, le cerveau enregistre, zut, ça ne marche plus avec toi. Par contre, si on la redoute, on ne veut pas qu'elle vienne, on commence à respirer, on commence à contrôler, à regarder où elle a sorti, de peur que l'angoisse monte, c'est foutu. Donc on affronte l'attaque de panique. Il faut renverser le rapport de force, il faut mépriser sa maladie. Et ça, c'est le gros classique des attaques de panique construit sur le refus de la souffrance. C'est extrêmement intéressant. Quand c'est dépressif et tout, ça devient plus compliqué. Parce que là, pour le coup, alors là, pour la première fois, en fait, on entend quoi? On entend que finalement, en fait, ça, c'est quelque chose qui peut être maîtrisé par le patient lui-même. Alors évidemment, oui, il faut quand même le soutien de professionnels pour amener à tout ça et pour que le patient, du coup, trouve cette force-là. Mais quoi qu'il en soit, là, le patient, seul, dans son environnement, dans son quotidien, à partir du moment où il est apte à pouvoir affronter cette attaque de panique, bah, il peut, comme tu dis, en fait, renverser la situation et faire en sorte de prendre le contrôle sur cette attaque de panique. Et finalement, du coup, une fois que tu affrontes, bah, en face, du coup, le cerveau, comme tu dis, en fait, du coup, enregistre que bon, bah, ça ne sert plus à rien. Je peux plus, en fait, avoir l'emprise sur son cerveau. Et du coup, derrière, normalement, on est capable de pouvoir totalement en fait effacer une attaque de panique. C'est pour moi, c'est la. Si je devrais faire l'attaque de panique, on est vraiment dans des thérapies limite philosophiques. C'est que votre cerveau bug d'un refus de ce que c'est que la normalité. De temps en temps, quand tu rentres du sport, tu as un genre de point de compression au niveau des côtes. Tu dis, bon, bah, c'est normal, j'ai fait beaucoup de sport, ça tire. Ça m'arrive tout le temps. Et puis, c'est super désagréable, puis tu attends que ça passe. Le paniqueur va se dire, putain, j'ai crevé. Et ce qui est très compliqué dans les attaques de panique, c'est que les attaques de panique, ça part du cœur, ça fait une pince et ça va dans le bras gauche. C'est tous les symptômes de l'infarctus. Donc, tu as tous les soirs un pourcentage colossal de personnes qui se présentent aux urgences de peur de faire un arrêt cardiaque. Aujourd'hui, demain, les gens ont ces symptômes, qu'ils n'aillent pas à se dire « Ah, c'est une attaque de panique ». Il y a un pourcentage de chance que ça soit un infarctus. Mais quand ça fait 10 fois qu'on va chez le médecin, 10 fois qu'on est checké, ça fait 10 fois que le médecin dit « Non, c'est un diagnostic d'attaque de panique », on écarte une bonne fois pour tout le risque cardiaque. Mais c'est vrai que ça mime l'arrêt cardiaque et c'est extrêmement angoissant. Mais bon, c'est un gros classique. Et au bout d'un moment, quand on est d'accord pour... c'est un peu, tu vois, c'est comme le roi lion, quoi. C'est le cycle de la vie. Il y a Mufasa qui meurt. C'est la suite. On continue. Et l'attaque de panique, à nouveau, est un diagnostic de crises d'angoisse qui ne sont là que parce qu'on ne les veut pas. Et tu as fait un paquet de crises d'angoisse dans ta vie, j'en ai fait un paquet aussi, elles arrivent,
c'est la vie. Le paniqueur part du principe que ça ne devrait pas exister sur la planète Terre. Et c'est là justement où il signe son arrêt de mort parce que ça devient chronique. Le lâcher prise. Lâcher prise peut amener du coup en fait finalement à contrôler l'attaque de panique. C'est super intéressant. Donc du coup ça veut dire que je suis opposé aux techniques où tu vas respirer pour empêcher que l'attaque de panique vienne. Je suis opposé aux techniques où tu vas dédramatiser le scénario que oui ou non une crise d'angoisse ça peut nous tuer. Parce que là tu rentres dans l'hyper-contrôle. Tu es en train de dire ah bah non je vais essayer de prouver à mon cerveau qu'il y a moyen d'empêcher. Non, il n'y a pas de thérapie où on augmente le contrôle. Il n'y a que des thérapies où on empêche le cerveau qui aime le contrôle, de pouvoir activer le contrôle. C'est comme une phobie des chiens. Quand tu te rapproches du chien, tu dis ce chien est inoffensif. Quand tu l'évites, tu es en train de dire ce chien est un T-Rex. Et il n'y a pas une grande différence entre les deux. C'est issu à la fois de la thérapie comportementale et cognitive, mais on a vraiment un pied dans ce modèle qu'on appelle la thérapie ACT, d'acceptation émotionnelle et d'engagement. Et là, c'est définitivement un modèle ACT. C'est l'acceptation de la souffrance qui fait que tu guéris. Voilà pour l'essentiel de la thérapie de l'attaque de panique. Quand c'est la thyroïde et la cortisone et compagnie, bah, bien évidemment, soit... De toute façon, quand le patient arrive, tu lui poses une question aussi sur qu'est-ce qu'il prend comme médicament. Bien sûr. Si c'est cannabis, cocaïne, alcool, il faut quand même poser la question, c'est quoi votre hygiène de vie? Une femme qui fait des attaques de panique une semaine par mois, est-ce que ça tombe au moment de ses règles ou juste avant ses règles? Parce que dans le syndrome dysphorie prémenstruelle, c'est un gros classique. Si après, pendant 3 semaines, elle n'a plus d'attaque de panique, youpi, on est sur un problème hormonal. Une femme qui vient à peine instant d'accoucher et après elle se tape 3 mois d'attaque de panique, il est fort probable qu'elle soit en baby blues. Est-ce que c'est vraiment la peine de commencer à faire la thérapie? Et il faut être super attentif par rapport à ça, parce que l'attaque de panique, qui est un diagnostic précis, peut arriver après 1000 autres choses. J'ai une patiente aussi, c'est intéressant, elle fait des attaques de panique selon l'évolution de son lupus. Quand son lupus commence à s'aggraver, boum, elle commence à faire des attaques de panique. Dès que son lupus se régule, il y a une diminution des attaques de panique. Donc ça, à nouveau, qu'est-ce que tu vas faire en thérapie? Finalement, elle me dit, c'est le meilleur indicateur que je dois aller voir mon médecin pour mon lupus. C'est quasiment son 6e sens. Mais tu as énormément de portes d'entrée comme ça. Donc il n'y a pas de thérapie unique. Il y a d'abord un diagnostic. De toute façon, à chaque fois qu'on a fait des neurolife, toi et moi, à chaque fois j'ai pinaillé sur le fait qu'un symptôme était indicateur de rien. Il fallait toujours regarder dans quel contexte il arrivait. Parce que le contexte nous informe que la thérapie de la dépression, ce n'est pas la thérapie du refus de souffrir, qui n'est pas la thérapie du burn-out, qui n'est pas la thérapie du trauma non plus. On a donc un terrain propice à pouvoir déclencher des attaques de panique. On regarde qu'est-ce qui pourrait être les éléments déclencheurs de ces attaques de panique, le contexte. Tout en sachant que parfois les attaques de panique elles-mêmes pourraient être du coup des signes d'autres... Avant-coureurs d'une dépression ou d'un burn-out qui arrive, et ça c'est un très très gros classique, une dépression ou un burn-out qui est en train de s'installer. Une fois que du coup ça c'est on va dire c'est compris pour les attaques de panique, on apprend finalement à affronter ces attaques de panique. Alors du coup le lâcher prise en fait dans tout ça c'est de toute façon j'ai pas le choix, j'y vais. C'est une attitude face à la souffrance. Alors après on n'est pas obligé bien évidemment de commencer directement par l'avion, mais quelqu'un, bonsoir Sabine, mais quelqu'un par exemple qui fait des attaques de panique dans l'ascenseur, dans le métro et l'avion, déjà faire l'acceptation dans l'ascenseur, c'est le marchepied pour le faire vers le métro, et une fois que tu gères super bien le métro, tu te sens fort, tu te sens capable d'attaquer l'avion. Mais commencer l'avion, alors déjà tu sais pas gérer l'ascenseur, c'est un non-sens. Déjà faire de l'acceptation sur des exercices assez basiques du quotidien. Faire une acceptation sur au moins 2 stations de métro, sur 3 étages. Mais pas sur 40 stations de métro. On fait petit à petit. On déjà accepte de sur faire des petit exercices qui sont tolérables. Le but c'est toujours de toute façon de réussir, de se fixer des objectifs qu'on peut atteindre. Comme ça, soi-même déjà, en fait, du coup, on va être fier, on va se rendre compte qu'on est capable de pouvoir le faire. Et si jamais on le fait avec quelqu'un d'autre, au moins normalement on va avoir un feedback positif dans le sens où super, tu as réussi, tu vois que tu en es capable, maintenant on va voir du coup s'il n'y a pas moyen d'augmenter un tout petit peu la difficulté pour atteindre l'objectif ultime. Du coup pas besoin, alors est-ce qu'il y a besoin de médicaments pour les attaques de panique? Ça dépend, si l'attaque de panique est là depuis pas très longtemps, qu'elle n'est pas reliée à un trouble dépressif, qu'il n'y a pas de burn-out, qu'il n'y a rien du tout, tu peux faire une thérapie sans médicaments, tu vas mollo. Si la personne est déjà sous médicaments, ça peut être intéressant de voir si on peut mettre plutôt des antidépresseurs que des anxiolytiques, parce que les anxiolytiques on les bouffe comme des bonbons, ça bloque complètement le fonctionnement du cerveau et ça va tuer d'ailleurs ton exercice
puisque le cerveau ne va pas intégrer l'exercice. Les paniqueurs sont des gros fans de benzodiazépines, d'anxiolytiques, parce qu'en fait, ça fait le boulot à leur place. Sauf que tu n'es pas censé les prendre plus de 3 mois. Donc, plutôt des antidépresseurs que des anxiolytiques. Et médicaments ou pas médicaments, c'est sûr que quand ton patient n'arrive pas du tout à gérer et qu'il y a un trouble dépressif à côté, ça me paraît difficile de faire une thérapie sans antidépresseurs. Après, entre nous, moi je ne suis pas non plus le thérapeute radical où tout doit se faire en thérapie. Quelqu'un qui fait des attaques de panique en avion et qui prend l'avion une fois par an, ça ne sert à rien qu'il passe 6 mois en thérapie. C'est mieux qu'il aille voir son généraliste, qu'il prenne un anxiolytique la veille et le matin même, il est un peu stone et puis terminé. Mais ça, ce serait un non-sens. Oui. Après, ce qui est très intéressant, tu te rappelles, pendant notre Neurolife sur la phobie sociale, on avait fait la différence avec le trac, la timidité et tout ça. Est-ce que l'attaque de panique, elle est similaire au trac? Il y a des gens qui font des attaques de panique à l'idée qu'ils vont parler dans un micro, qu'ils vont faire du piano, qu'ils vont faire du théâtre. Là, est-ce que c'est relié au regard de l'autre, c'est-à-dire phobie sociale, timidité, ou est-ce que c'est relié à nouveau à un pur système panique où tu perds complètement la maîtrise? Ça, c'est un classique aussi. Tu as des musiciens qui vont faire une attaque de panique subitement, qui vont se mettre sous traitement et compagnie. Tu as, je ne sais plus si je l'avais dit dans le dernier Neurolive, d'après une étude qui avait été menée aux États-Unis, tu avais quasiment un quart ou un tiers des musiciens classiques qui étaient sous traitement pour gérer le trac avant de monter sur scène. Tu as un nombre incalculable d'acteurs qui sont sous traitement pour éviter cette angoisse quand ils arrivent sur la scène de théâtre. Donc, voilà, les médicaments, quand c'est pour 3 fois dans l'année, ça sert à rien de faire une thérapie. Par contre, si c'est très systématique, c'est à chaque fois que tu prends le métro, à chaque fois que tu prends l'avion, et c'est 10 fois par an, oui, ça me paraît difficile de fonctionner qu'avec des médicaments. Puis parfois, ça peut servir un peu d'intermédiaire. C'est en gros, en fait, on met sous médicaments. Le temps de faciliter la thérapie. Exactement, le temps de faciliter la thérapie, puis après, c'est bon, on peut retirer le médicament. Parce que de toute façon, le médicament, c'est pas lui qui va faire comment dire. Le médicament, en fait, en soi, il sert simplement à pouvoir passer l'étape 2. Sinon, c'est pas le médicament qui va apprendre à comment gérer cette difficulté sur le plan émotionnel. L'attaque de panique, bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, peut être reliée à un traumatisme. On ne va pas dire que toutes les attaques de panique sont reliées à un traumatisme, c'est absolument faux. Et on ne va pas dire que ça n'est jamais relié à un traumatisme. Moi, je dirais en gros, on a 80% des gens qui se présentent pour des attaques de panique reliées au refus de souffrir, un bon 10% dépression, dépression burn-out, un petit 5% redescente de cocaïne, cannabis, thyroïde, TSH, et alors du coup il ne nous reste plus que 5%, mais 5% qui vont être trauma, mais ça n'empêche pas d'avoir un trauma qui est relié à un burn-out, un trauma qui est relié à un refus de souffrir, et tu vas avoir des couches comme ça, un peu de burn-out, un peu de refus de souffrir, un peu de trauma. Et là clairement, là tu peux toujours faire de la tolérance émotionnelle, le cerveau traumatisé s'allume pour assurer ta survie. Il ne tolérera pas le lâcher-prise. Il faut clairement travailler le trauma. Et être indulgent avec soi, si on n'arrive pas à avancer, c'est peut-être parce que le cerveau est là pour nous protéger. Et avec un trauma, c'est un chien fidèle, hein, le cerveau, il ne lâchera pas l'affaire. Ça passe par l'acceptation. Exactement. Acceptation, c'est vraiment, vraiment important. Est-ce que, alors du coup, est-ce que parmi les personnes qui nous regardent, il y a des questions? Je sais pas du tout par rapport à l'heure, du coup, comment on fait 10 minutes. Je sais pas à quelle heure on a commencé. Ok. On se laisse 10 minutes. Ouais. S'il y a des questions. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions. Ah, nous on est disponible pour les questions. Mange des gâteaux, je t'ai pris des gâteaux. Et j'ai mangé. Mais t'as dîné toi? Non, j'ai pas dîné. Ah bah voilà, vas-y, prends des Non, gâteaux. mais j'ai mangé un paquet pendant que t'étais C'est là. vrai? Je suis à la diète. Et forcément, les beaux Parce jours. que Batman ne rentre plus dans son costume. Je vais dire, les beaux jours arrivent, les beaux jours sont là. Les beaux jours sont là, c'est vrai. Les beaux jours sont là. Demain, je suis en costard toute la journée. Ils ont prévu combien? 40? Je crois que c'est 42. Ouais. Pendant que les gens réfléchissent à leurs questions, on vérifie la météo. Demain, il fait 36. Ah, 36. En tout cas, je pense que du coup, t'as battu le record d'efficacité en 30 minutes, il n'y a plus rien à dire. Ça, et non, mais puis du nombre de Neurolive, hein, pour l'instant, animés. Tu es en pole position. Ouais. Alors, du coup, je le rappelle, à partir de. Alors, du coup, je sais pas exactement quand, mais en tout cas, bon, les vidéos vont être mises sur YouTube. On va voir, soit c'est fait juillet-août, ou alors éventuellement à partir du mois de septembre. On va voir. Et, mais du coup, on a plein de petites idées à partir du mois de septembre pour le Neurolive. On va investir un petit peu dans des moyens. Et oui. Il y aura des dragons. Il y aura des dragons, il y aura un trône. avec des quoi des trônes de whisky. Des cubes, tout plein de cubes en fait, tout autour. Game of Kos. Regarde, ça serait délire, n'empêche, hein, pourquoi pas.
Une Bon, petite bah, il n'y a pas de variante. questions. En voiture, on a complètement saoulé les gens. Bah, s'il n'y a pas de questions, à ce moment-là, on arrête la vidéo. Parce que sinon, on va dire des conneries. Et. Ah, si, je sais de quoi on peut parler. Ah, vas-y. Ça m'était venu hier. La différence avec les phobies scolaires. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un neurolive, je te relance à chaque fois Mais cette le truc histoire de de phobie phobie scolaire. scolaire. Et comme le neurolive est quand même construit surtout autour de la neuropsychologie et des enfants, c'est bien qu'on revienne un petit peu aussi aux pathologies de l'enfant. Donc l'enfant peut avoir les attaques de panique pour les mêmes raisons qu'expliqué tout à l'heure. Mais il y a une spécificité qu'on voit souvent, c'est le mot phobie scolaire. Phobie scolaire, ça veut strictement rien dire. Une phobie scolaire, c'est un problème qui fait que l'enfant n'arrive plus à aller à l'école. Mais l'enfant ne peut ne pas réussir à aller à l'école pour mille raisons. Il peut ne pas réussir à aller à l'école parce qu'il est timide, c'est l'anxiété sociale. Il peut ne plus envie d'avoir aller à l'école parce qu'il fait des attaques de panique. Il peut ne pas aller à l'école parce qu'il est déprimé. Il peut avoir des problèmes d'aller à l'école parce qu'il est TDAH, dyspraxique et compagnie et il est remonté contre l'école parce qu'il y est malheureux, parce qu'il est constamment en échec. Il peut ne pas vouloir aller à l'école parce qu'il est harcelé. Il peut ne pas vouloir aller à l'école parce que, j'en sais rien, il a des tocs et ça le ralentit, parce qu'il a Gilles de la Tourette et on se moque de lui. Et tout ça, ça va rentrer sous le label phobie scolaire. Donc la phobie scolaire peut notamment contenir des attaques de panique. Mais tu as beaucoup d'enfants chez qui la phobie scolaire, c'est pas des attaques de panique. Tu peux avoir un trouble oppositionnel, tu peux avoir de l'échec, rentrer dans une spirale d'échec, tu peux avoir les parents qui derrière sont trop gentils, les parents qui sont trop durs. Il y a tellement de raisons qui peuvent provoquer ce label phobie scolaire. Donc les attaques de panique peuvent en faire partie. La phobie scolaire ne se résume pas à l'attaque de panique et l'attaque de panique n'est pas l'alpha et l'oméga des phobies scolaires. Donc quand on marque phobie scolaire ou trouble du comportement, ça veut strictement rien dire. Et toi, tu as un paquet de gamins 10 qui développent des phobies scolaires et c'est bien légitime parce qu'ils sont en échec. Est-ce que derrière ils vont avoir des attaques de panique? Non, ils vont être super angoissés la veille et le matin de repartir en classe et d'être à nouveau en échec. La boule d'angoisse, c'est pas une attaque de panique. C'est une angoisse d'anticipation, certes, mais on n'est pas dans l'attaque de panique. L'attaque de panique d'un enfant, ce serait par exemple me faire pipi dessus, me faire caca dessus et pas pouvoir sortir de la classe, vomir devant tout le monde, avoir la honte, faire une crise d'angoisse parce que je suis bloqué, et là tu as vraiment la claustrophobie de base, l'agoraphobie de devoir prendre le bus et compagnie, et tu peux avoir des attaques de panique. Mais clairement, à mon avis, il y a plus de 10 qu'autre chose. Dans le trauma, même si on veut écarter les éléments qui le déclenchent, parfois matériellement il subsiste. Comment on agit dans ce cas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire matériellement il subsiste? Dans le trauma, même si on veut écarter les éléments qui le déclenchent, parfois matériellement il subsiste. Un trauma, tu peux pas écarter les éléments qui le déclenchent. Il y a quelque chose qui provoque que ton cerveau est traumatisé. Une fois qu'il est traumatisé, il reste traumatisé. Les éléments, alors par exemple quelqu'un qui est dans une famille où il y a des agressions sexuelles à répétition, si cette personne quitte sa famille, tu as écarté les éléments déclencheurs. Mais le cerveau, il a été traumatisé, donc il continuera à s'activer. Quelqu'un qui a été harcelé, tu le changes d'établissement, il n'est plus soumis à harcèlement, mais son cerveau, il a enregistré. Et le cerveau continuera à se déclencher systématiquement quand il sera en face des gens. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des conditions pour qu'un trauma se résorbe. Après, il y a des cerveaux qui vont digérer naturellement. Il t'arrive un problème, il y a beaucoup de cerveaux qui digèrent tout seul le problème. Mais tu as des cerveaux qui ne digèrent pas et qui restent, qui tournent en boucle comme ça. Ce qu'on voit bien clairement dans la thérapie EMDR, le cerveau il bug, il tourne en boucle. Donc, pour moi, la définition d'un trauma, c'est que une fois qu'il est enclenché, il n'y a rien qui le fait s'arrêter. Un trauma, il se réactive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tu ne peux pas écarter les éléments qui le déclenchent. Une fois qu'il est déclenché, c'est fini. Hein. Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais le trauma, pour moi, il ne se soigne qu'en EMDR. Depuis que j'ai mis le pif dans l'EMDR, en fait, je suis un gros fanat de l'EMDR. J'aurais pas forcément dit ça il y a quelques années, mais pour moi, l'EMDR va être plus adapté que. Oui, mais si le trauma subsiste. Alors, qu'est-ce qui subsiste? Les éléments traumatisants. C'est le trauma qui subsiste ou c'est les éléments traumatisants? Tant qu'une personne est dans une situation traumatisante, il est normal que le trauma continue. Il faut extraire à un moment la personne de son contexte. Ça, je suis d'accord. Mais même quand tu extrais une personne du contexte qui la traumatise, le cerveau, très souvent, il reste traumatisé à long terme. C'est sûr que quelqu'un qui est victime d'inceste, tant que tu ne le sors pas de la famille, c'est problématique. Mais une victime d'inceste, même quand elle sort de sa famille et qu'elle est mise ailleurs, le trauma, ça y est, il est installé, il ne bougera plus. Donc ce serait intéressant un jour que tu fasses un neurolive sur le trauma.
Parce il y a que tellement de il y a thèmes tellement de choses à faire, c'est... à aborder. Mais oui, effectivement, trop bien. De toute façon, on va devoir bloquer les jeudis pour venir en live à partir du mois de septembre. Donc, je sais pas si j'ai pas répondu à la question, si c'est pertinent ce que j'ai dit, si je tape pas à côté. Mais pour moi, bien évidemment, tant qu'on n'a pas sorti quelqu'un d'un contexte traumatisant, Traumatisant. il peut pas aller mieux. Mais même quand on l'extrait du contexte traumatisant, si le cerveau a été traumatisé, il restera super réactif et il s'allumera tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui sont résilients, hein. Dès que les mois s'écoulent et boum, le cerveau se remet d'aplomb. Et c'est une grosse majorité des gens d'ailleurs où le cerveau va naturellement. Le cerveau, c'est un estomac, hein, il digère tout. Soit Mais il, tu as des cerveaux qui digèrent pas. alors, soit il digère, soit tu sais, ce qu'on entend aussi, ce qu'on voit, en fait, le patient du coup après il est dans le déni ou en tout cas il est dans l'évitement. Et puis il suffit d'un petit quelque chose en fait pour du coup réexploser finalement en fait ce traumatisme. Ouais, tout à fait. Je sais pas, vous allez à la cantine, ah il n'y a plus tel plat, bah du coup d'un coup en fait la personne se met à pleurer. Alors que du coup c'est pas tout ça en fait finalement c'est qui a provoqué le. En lien avec la phobie scolaire, est-ce qu'un ado avec un autisme sans déficience intellectuelle peut arriver à avoir des attaques de panique et troubles paniques si on impose un retour en milieu scolaire? Alors, je ne connais rien du tout à l'autisme, donc c'est plutôt toi qui vas répondre. Ceci dit, j'ai déjà eu quelques patients qui avaient des formes autistiques, et très honnêtement, l'anxiété chez les autistes, tu as beau faire ce que tu veux en thérapie, on n'arrive pas vraiment à des bons résultats parce que j'ai plus l'impression que c'est relié à l'autisme en tant que tel plutôt que ça n'est relié au contexte. Donc moi, je suis en échec total sur les troubles anxieux des patients autistes. Maintenant, vu que je ne suis pas du tout un expert des autistes, il est possible que les experts des autistes aient des protocoles de thérapie spécifiques à l'autiste. Faudrait qu'on laisse Vas-y, cette du coup, qu'est-ce que question. tu en Faudrait penses? qu'on laisse cette question en fait pour Adrien. Hop, je regarde. En théorie, il y a un TSA et attaque de panique dans un contexte de socialisation. Euh, en fait, moi, je te rejoins par rapport à la phobie scolaire. Le fait, enfin, la phobie scolaire peut cacher mille et une choses. Donc, je sais même pas si c'est tant la phobie scolaire qu'il faudrait gérer ou si c'est plus parce qu'il amènerait à cette phobie scolaire entre guillemets. Est-ce qu'un ado avec un autisme sans déficience intellectuelle peut arriver à avoir des attaques de panique et troubles paniques si on impose un retour en milieu scolaire alors que les obstacles ne sont pas mesurés un à un? Bah déjà, qu'est-ce qui provoque qu'il a quitté le milieu scolaire? Il a quitté le milieu scolaire pour certaines raisons. C'était déjà un début d'attaque de panique. S'il a quitté le milieu scolaire, il y avait un souci à l'origine. Bon, quel que soit... De toute façon, tu peux développer des attaques de panique du jour au lendemain. Et dans l'autisme, c'est sûr que l'angoisse, elle est là, de toute façon. Donc, changer de classe, avoir des nouveaux amis, changer Être confronté à d'enseignant, l'inconnu, ça va faire oui, qu'il y a des attaques oui, de panique qui vont monter. oui. Après, expliquer à un enfant autiste l'acceptation émotionnelle, moi, je trouve ça relativement compliqué. Mais à nouveau, je ne sais pas du tout quelles sont les prises en charge spécifiques à l'autisme. Je pense que tous les outils ont dû être modifiés pour être raccord avec la spécificité de l'autisme. Donc là, je suis très embêté. Bah oui, tu demanderas à... Bah oui, de toute façon, on va laisser cette question en commentaire et puis après, à ce moment-là, on répondra à cette question en commentaire. Mais oui, c'est vrai, bah, du coup, en fait, demander à un enfant atteint de trouble autistique, t'as pas le choix, tu vas être confronté en fait à des attaques de panique et il faut gérer ces Dur, attaques de dur. panique. C'est pas forcément Même ce avec qu'il y a des de adultes mieux. autistes, moi je me suis cassé les dents sur la gestion de l'attaque de panique et des TOC, hein. On est vraiment dans un autre de fonctionnement. Et ce que j'ai cru sentir, c'est que les attaques de panique sont quand même structurelles à l'autisme. C'est qu'en fait, les repères changent et le cerveau il développe l'attaque de panique. Il ne faut pas toucher les repères. On n'est pas dans l'attaque de panique de l'anxieux de base, où c'est pas un problème de repères, c'est un problème d'hyper-contrôle. La personne qui a des troubles autistiques, vraiment tu sens que les repères doivent être immuables. On n'est pas du tout dans le même fonctionnement, on n'est pas du tout pour moi dans les mêmes thérapies. Et en plus, c'est pas du tout mon expertise. Sur autisme, attaque de panique et traumatisme. Là, ça va être super spécifique, hein. Ah ouais. Bah là, celui-là, il durera 3 heures, je pense. Il durera 3 heures. Le neurolive. On va faire un truc gentil à prime time. Un Neurolive à Ouais. la Hanouna pendant 24 heures. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Euh, Comme tu veux, c'est toi qui me dis par rapport au temps. Bon, je sais pas, écoutez, on Tu, va donner l'ultimatum aux gens. Vous avez encore 2 minutes 30 pour poser des questions. T'es gentil, tu es généreux. Et si jamais de toute
façon, il n'y a pas de question. Ah, t'as vu ce moment de blanc, en fait, C'était bien, est le hein. plus long C'était beau, de tous les très neurolives. méditatif, hein. Carrément. Avec le petit Bouddha derrière qu'on voit là. Ouais. Euh, Bah, de toute façon, c'est pas grave si jamais il y a pas de question. Euh, Il faudra qu'on programme le perfectionnisme aussi, c'est comme ça. Bien sûr, bien sûr. Ouais, en fait, du coup, ce que vous savez pas, c'est que Vincent a encore plein d'autres thèmes. Je vends bien là. Plein d'autres thèmes Ouais. sur lesquels il va pouvoir donc animer des neurolives. Les listes de Noël, Ah, mais il y a les parfums tendances. tout. Il y en a énormément. Bah, du coup, si c'est bon pour tout le monde, Ouais. on conclut. Ok. Merci beaucoup, Vincent. Du coup, là, c'était ton dernier neurolive Avant les vacances. avant les vacances. Merci du coup pour tous ces neurolives, pour ta disponibilité. Et On parvient à cibler alors. les causes et les raisons, mais on parvient difficilement à accompagner. On parvient. Ah, attends. Alors, du coup, bon, alors, on va lire donc le dernier commentaire. On parvient à cibler les causes et les raisons, mais on parvient difficilement à accompagner pour faire avancer les choses. Les raisons dans cette situation sont la crainte du regard des autres. On parvient à cibler. Il est tard, donc on a du mal à le lire. Enfin, on parvient à cibler les causes et les raisons, mais on parvient difficilement à accompagner. Enfin, Mais c'est typiquement par rapport justement à l'acceptation. C'est en gros le ok, on Ah sait oui, ce mais qui on- déclenche les attaques de panique. Mais là, on c'est est toujours par rapport à l'autisme. Ouais, D'accord. mais c'est difficile du coup de trouver les solutions adaptées pour pouvoir faire face à ces attaques de panique. Là, comme ça, bon après du coup je connais pas exactement le contexte, mais il semblerait quand même que le plus adapté soit le fait de l'éviter justement, d'être confronté à trop de situations inconnues. Plus vous formatez le contexte, et mieux c'est comme ça, il n'a pas à être confronté à trop de situations nouvelles. Surtout que si à côté vous travaillez les habiletés sociales, bah, tant qu'à faire, autant qu'il puisse appliquer les bons codes de communication, que ce soit au niveau comportemental ou au niveau émotionnel, avec ce qu'il a appris. Parce que du coup, si en gros on lui apprend à dire bonjour, exemple, si on lui apprend à dire bonjour de telle façon à des adultes, bah, s'il est confronté qu'à des enfants, forcément ça sera problématique, et inversement. Donc tant qu'à faire, autant au début en fait vraiment cadrer un maximum et éviter d'être confronté à trop de situations nouvelles. Une fois que du coup il parvient à travailler ça, enfin une fois qu'il parvient à appliquer finalement en fait ce qu'on lui a appris, à ce moment-là justement on revoit les objectifs et du coup on voit comment on pourrait étendre les situations où il pourrait être confronté à des situations nouvelles. Mais ce qui fonctionne aussi plutôt pas mal avec les personnes TSA, c'est justement les groupes d'habileté sociale, hein. Parce qu'en gros, en fait, on travaille à petit effectif, ce qui peut être vu en individuel, en un pour un. Et comme ça, en gros, c'est, bah voilà, on t'a appris à gérer telle situation, tu vas pouvoir l'appliquer dans un groupe de 5 personnes. C'est pas grave si tu échoues, de toute façon, les autres aussi, bah, par définition, auraient besoin de travailler telle ou telle chose. Et du coup, il arrive à appliquer là-dedans, bah, du coup, après, il arrivera aussi à l'appliquer la plupart du temps, peut-être un peu plus facilement dans son contexte, enfin, dans son quotidien, dans son environnement quotidien. Et puis à nouveau, ce qui est intéressant sur cette question de l'attaque de panique, c'est que faut pas galvauder les mots. C'est pas parce qu'on a de l'angoisse qu'on a des attaques de panique. Et l'attaque de panique, c'est pas l'angoisse du phobique social, c'est pas l'angoisse de la personne qui a des TOC, c'est pas l'angoisse de la personne dépressive, c'est pas l'angoisse du bipolaire. C'est même, il y a l'anxiété, mais l'anxiété d'une pathologie est radicalement différente et se soigne de manière radicalement différente de l'angoisse d'une autre pathologie. Donc par exemple, quand un individu a telle pathologie, il dit ah oui, mais moi ça m'arrive d'être paniqué. Oui, il vous arrive d'avoir une anxiété telle que vous êtes paniqué. Vous n'avez pas pour autant une attaque de panique. L'attaque de panique, c'est pas ça. Et quand bien même ce serait équivalent à une attaque de panique, cette attaque de panique, elle rentre dans un diagnostic et elle ne se soignera pas du tout de la même façon. Pas du tout de la même façon. Donc on peut complètement se perdre et il n'y a pas de recette magique qui va soigner toutes les ruminations, toutes les attaques de panique et toutes les dépressions. Il y a je ne sais pas combien de diagnostics différents de dépression. Donc il n'y a pas une technique qui va soigner. Donc encore une fois, d'où l'importance de finalement en fait, prendre le temps avant de poser un diagnostic, de prendre le temps de vraiment faire l'anamnèse totale du patient pour réellement savoir dans quel contexte il évolue, comment ça se passe à la maison, comment ça se passe au travail, dans le milieu scolaire, comment ça se passe au niveau des interactions sociales, vraiment voir le patient, la personne dans sa globalité, et puis après, éventuellement, du coup, poser le bon diagnostic
pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faudrait travailler. Surtout qu'une attaque de panique, elle peut être maintenue par le contexte. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui a des parents relativement durs, il va être d'autant plus paniqué que les parents le forcent à aller à l'école, le forcent à faire des choses, et là, il faut clairement calmer les choses. Mais tout comme les attaques de panique peuvent être maintenues par un environnement qui couvre tellement l'enfant, que le cerveau il s'en donne à cœur joie, ou que l'enfant rentre dans un système où il a vraiment des attaques de panique, il voit que grâce aux attaques de panique, il ne va pas à l'école, donc il a tout intérêt, pas à mimer des attaques de panique, mais à obtenir de ne pas y retourner. Et si le cerveau sait, quand il envoie une attaque de panique qu'il peut rester à la maison, il va augmenter son hyper-contrôle. Et l'enfant va en rajouter encore plus pour obtenir ce qu'il veut. Et là, on est à l'interface entre l'attaque de panique et les problématiques familiales, où il y a des enfants, c'est rare, hein, qui sont manipulateurs. Tu vois, ou des parents qui ont tellement de difficultés sur le cadre, trop dur ou pas assez dur, qu'on ne sait plus quelle est la frontière entre le trouble psychiatrique et la manipulation. Maintenant, à nouveau, c'est pas des masses. Tu vois beaucoup plus de patients qui ont un vrai diagnostic que de personnes qui sont manipulatrices. Oui. Après, manipulatrice, entendons-nous, c'est pas j'ai tout inventé. C'est que j'ai de l'angoisse et je manipule mes parents pour ne pas avoir à me confronter à mon angoisse. Mais il y a quand même une vraie angoisse à la base. Parce qu'aucun enfant n'a aucun intérêt à se rouler par terre si c'est pour ne rien obtenir derrière. Des nouveaux vêtements. Des nouveaux vêtements. Mais tu sais que la majorité des enfants, justement, ne vont rien réclamer du tout. Ils vont rien réclamer. Après, on a quelques fois aussi, mais ça c'est rarissime, j'en ai vu... alors, moi je ne suis pas spécialiste de ça, je ne suis pas spécialiste de l'enfance, je m'occupe des troubles anxieux, mais je ne suis pas spécialiste de l'enfance. Mais je suis sûr que si tu vas dans certaines consultations d'experts de l'enfance ou de pédopsychiatres, d'avoir des profils avec énormément de comorbidités, où tu vas avoir à la fois des troubles anxieux, à la fois peut-être des problématiques familiales, à la fois beaucoup de bénéfices secondaires à ne pas avancer, et 1000 trucs, et à la fin tu comprends plus rien, parce que s'il y a 5 ou 6 éléments, il faut quasiment un intervenant pour chacun des éléments. Ou à la limite peut-être une thérapie familiale qui permettrait d'avoir tous les éléments en même temps au sein de la problématique familiale. Mais à nouveau, personne n'a dit que les attaques de panique étaient fondamentalement un problème familial. Voilà. On a fait le tour. On a fait le tour. Merci beaucoup du coup encore une fois Vincent pour toutes ces explications. Merci à vous pour vos questions. Demain on fait un neurolive alors avec Camille, donc orthophoniste, sur ce que c'est que la consultation auprès d'une orthophoniste, comment se passe un bilan auprès d'une orthophoniste et éventuellement du coup quelles pourraient être les préconisations en fonction des résultats au niveau du langage oral, au niveau du langage écrit. Et je lui ai dit donc un autre neurolive avec Odile, médecin gériatre, sur la prévention au vieillissement. Également de bonnes vacances à vous. Ouais, c'est super gentil. Prenez soin de vous, buvez de l'eau. J'avais fait une mini vidéo sur il faut boire de l'eau, faut boire de l'eau. Là, il faut vraiment boire de l'eau. Et du coup, moi je vous dis à demain. Et puis Vincent, à bientôt. Ça marche? Ouais, bonnes vacances. Merci beaucoup pour votre attention.